Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve pour ce petit rendez-vous consacré à cette question de la non-dualité et du stress. Donc que j'ai choisi parce que nous vivons un moment un peu particulier, un peu peut-être stressant, sûrement stressant même. Et donc je m'appuie pour cette petite présentation sur le livre de Douglas Harding, livre qui s'appelle Vivre sans stress et qui est publié aux éditions Acarias l'originel. Et avant de commencer cette petite présentation et cette petite pratique, je voudrais encore ici exprimer ma gratitude pour les médecins, les soignants, les infirmiers, les aides-soignants qui, qui soignent les personnes dans les hôpitaux, parfois nos amis, parfois même notre famille, voilà, qui soient ici remerciés chaleureusement. Voilà. Alors, j'espère que les petites vidéos que je vous présente vous aident pour vivre cette période de stress. Mais je précise que cet enseignement, il n'est pas limité évidemment à cette période stressante, hein. C'est une pratique du quotidien, une pratique pour tous les jours, quelle que soit la situation extérieure, qu'elle soit facile ou difficile. Hein. Cette ressource, cette présence éveillée que nous sommes vraiment, est toujours disponible, toujours accessible. Voilà. Et c'est vrai que le livre de Douglas, Vivre sans stress, se prête assez bien, même très bien, à la situation. Je précise aussi que toutes ces petites vidéos, elles sont ensuite mises sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, où vous pouvez les retrouver si jamais vous n'avez pas pu les écouter. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un stress auquel Douglas accorde pas mal d'importance. C'est un des chapitres les plus longs du livre. C'est le chapitre 6 qu'il appelle le stress physique. Le stress physique. C'est-à-dire c'est le stress qui vient de la croyance d'être un corps ou de la croyance d'être dans un corps. Et en effet, nous pensons être un corps. Nous pensons être ou un corps ou être dans un corps. Alors, c'est pas forcément très clair, en effet, dans notre pensée, si vous voulez, mais en gros, on s'identifie au corps. J'en ai souvent parlé, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, parce que c'est assez essentiel. Par exemple, si je vois une photo de mon visage, je dis bah, c'est moi. Je dis aussi volontiers je mesure 1,80 m. En fait, c'est le corps qui mesure 1,80 m et pourtant je dis je mesure 1,80 m. Je dis je pèse 70 kg. C'est le corps qui pèse 70 kg et pourtant je dis que c'est je qui pèse 70 kg. On peut dire aussi je suis blond, je suis brun, je suis bronzé, je suis blanc, je suis noir. Ce sont des qualités du corps, hein, des caractéristiques du corps qui sont projetées sur ce que nous sommes vraiment, sur le je, sur le vrai sujet en fait. Et donc la question de savoir est-ce que nous sommes le corps ou pas, c'est une question vraiment fondamentale. Et une question qu'on se pose en général, enfin qu'on se pose pas en général parce que l'identification au corps est tellement profonde que la question suis-je un corps ne surgit pas, ou très peu. Alors moi je sais, pour parler de moi, que j'ai été identifié au corps à partir de la fin de l'enfance, parce que les enfants ne sont pas encore identifiés au corps. Donc je suis identifié au corps voilà, vers, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, et jusqu'à ce que je rencontre des enseignements comme celui de Douglas Harding ou d'autres enseignements. Donc c'est une identification profonde. Et donc Douglas dit dans le livre, vous vous trouvez coincé dans cette chose que vous appelez votre corps. Donc nous sommes coincés dans ce corps, voilà, coincés là-dedans. Et alors en quoi c'est stressant? C'est stressant à plus d'un titre. C'est stressant d'abord parce que si on est identifié au corps, on se sent regardé en fait. On se sent regardé par les autres. Et donc on se sent jugé. Si je suis ce que vous voyez de moi, je suis très attentif au jugement que vous portez sur ce corps et donc sur ce visage. Je sais pas, avoir un gros bouton sur le visage, ça peut devenir terrible. Terrible parce que ce visage dit qui je suis. Donc ça, c'est une première cause de stress. Une autre cause de stress aussi, c'est que cet objet, ce corps, il va disparaître. C'est une denrée périssable, comme disait Douglas. Il a une date de naissance qu'on connaît à peu près, et il aura une date de péremption. Donc évidemment, s'identifier au corps, c'est angoissant pour ça aussi. Hein. Comme tous les objets du monde, il va disparaître. Mais plus angoissant, je crois que la vraie cause du stress avec le corps, c'est qu'on se sent enfermé dans le corps.
on se sent prisonnier du corps. Alors c'est pas forcément bien conscient, si vous voulez. Et puis même les gens peuvent vivre leur vie avec le corps sans trop de problèmes. Mais je pense que c'est quand même là. On se sent enfermé, il me semble, on se sent coincé dans le corps. Et c'est normal parce que ce que nous sommes est beaucoup plus vaste que le corps. Ce que nous sommes est sans limite. Donc enfermer le sans limite dans les limites du corps, c'est une source profonde de stress. Même si on ne s'en rend pas compte. C'est comme si vous essayiez de mettre l'espace dans cette tasse. On ne peut pas mettre l'espace dans cette tasse, c'est pas possible. Mais si l'espace croit être dans cette tasse, c'est une cause de stress profondément. Donc le stress, je crois, vient d'une certaine ignorance sur nous-mêmes, en fait, d'une certaine réduction de notre présence à quelque chose de très très limité. Donc on se sent à l'étroit, on se sent coincé. Voilà. Alors, Douglas fait remarquer ensuite, après avoir dit ça, que eh bien, la plupart des grands sages de l'humanité, la plupart des grands maîtres spirituels, nous disent que nous sommes au-delà du corps, que nous ne sommes pas limités au corps. Alors, il n'y a pas de citation dans le texte. Donc moi, j'ai été voir là tout à l'heure pour préparer cette petite leçon, cette petite présentation. Je suis allé voir deux maîtres que j'aime beaucoup. L'un, c'est Nisargadatta Maharaj, donc ce maître hindou qui vivait à Bombay, que peut-être vous connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire son livre qui s'appelle « Je suis », I am that en anglais, qui est un livre d'entretien extraordinaire. Donc dans ce livre d'entretien, il revient à plusieurs reprises sur la question de l'identification au corps, qui est centrale aussi dans son enseignement, et il dit ceci: vous n'êtes pas le corps, vous êtes l'infinité, l'immensité de la conscience. Vous voyez, nous sommes l'immensité de la conscience et on s'identifie au corps. Il dit un peu plus loin: situez-vous hors de ce corps, soumis à la naissance et à la mort, et tous vos problèmes seront résolus. Ces problèmes n'existent que parce que vous croyez être né pour mourir. Désillusionnez-vous et soyez libre. Vous n'êtes pas une personne. Donc vous voyez que pour Maharaj, la source de tous nos problèmes viennent essentiellement de cette identification au corps. Alors Ramana Maharshi, lui, était un maître indien aussi, qui est mort un peu plus tôt, en 1950. Il vivait dans le sud de l'Inde. Donc on peut trouver ses écrits en français, notamment son livre publié chez Albin Michel, L'enseignement de Ramana Maharshi, qui est formidable. Donc Ramana dit la cause de tous les malheurs, est la fausse croyance « je suis le corps ». Cette fausse croyance doit disparaître. C'est cela la réalisation. C'est cela la réalisation, c'est-à-dire l'éveil à sa véritable nature. Il continue un peu plus loin. La fausse association avec le corps est appelée en sanskrit Dehatma Buddhi. Cette idée doit être détruite. Alors Dehatma Buddhi, Deha c'est le corps en sanskrit, Atma c'est soi, et Buddhi c'est la croyance, ici la croyance, donc la croyance que nous sommes le corps. Voilà. Donc cette idée doit être détruite. Et un peu plus loin il dit, dès que la fausse notion « je suis le corps » ou « je ne suis pas éveillé » est dissipée, il ne reste plus que la suprême conscience ou le soi. Donc vous voyez que pour ces deux grands maîtres, l'éveil correspond finalement à la fin de l'illusion de se prendre uniquement pour un corps. C'est la fin de l'illusion de s'imaginer être dans un corps, être coincé dans un corps. Donc c'est pas une petite question, c'est essentiel. Alors Douglas fait remarquer ensuite qu'il y a plusieurs manières en fait de découvrir qu'on n'est pas le corps. Alors il présente trois voies qui ne sont pas pour lui tout à fait concluantes, et il présente ensuite sa propre approche. Alors parmi ces trois voies, la première voie, c'est celle de l'épuisement et de la souffrance. Alors il veut dire par là que parfois, quand on est très épuisé, ou quand on est dans une grande souffrance, on peut faire l'expérience qu'on n'est pas le corps. En fait, on peut soudainement réaliser qu'on n'est pas que le corps. Alors c'est plutôt des expériences qui arrivent sans être préparées, en fait, qui arrivent de manière inattendue. Il donne l'exemple d'un soldat anglais pendant la Première Guerre mondiale qui, à bout d'épuisement sur le champ de bataille, à bout de stress aussi du fait de la mitraille, eh bien, fait une expérience réalise qu'il n'est pas le corps, réalise qu'il n'est pas limité au corps. Donc ces exemples ne sont pas rares.
voilà, il arrive parfois que des gens, dans des vraiment circonstances très difficiles, un peu extrêmes, réalisent que leur vraie présence n'est pas limitée au corps. Alors, la deuxième approche qui peut aussi nous faire expérimenter qu'on n'est pas le corps, eh bien, ce sont les expériences proches de la mort, en fait qu'on appelle en anglais les NDE, Near Death Experiment, et en français souvent les EMI, expériences de mort imminente. Donc Douglas parle de ça. Vous savez, voilà, ce sont des situations particulières où des gens sont à l'hôpital, par exemple lors d'une grave opération ou lors d'un accident, sur un lit d'hôpital, et puis en fait ils meurent, leur cœur s'arrête, et il arrive parfois que les personnes fassent une expérience de sortie du corps, c'est ce que raconte Douglas, et c'est bien attesté par la littérature, et donc dans ce cas-là, ils voient leur corps depuis le plafond, souvent. Et Douglas raconte ainsi l'histoire d'une de ses amies qui a fait une expérience de sortie du corps lors d'une opération. Alors il dit ceci, donc je cite Douglas: « Mon amie Sarah Nigel décrit ainsi sa propre expérience après une longue et grave opération. Flottant au niveau du plafond, elle se sentait légère et libre et regardait froidement l'équipe médicale qui s'affairait autour de ce corps. Le réintégrer fut un supplice pour elle. Elle a gardé un souvenir très vif, non seulement de la douleur, mais de la sensation insupportable de pesanteur et de pression. Nous n'avons pas conscience de ce poids mort en temps normal parce que nous y sommes habitués. Mais si l'on a été libéré quelques instants et qu'on le retrouve ensuite, comme cette expérience d'enfermement dans le corps peut sembler lourde, comme on se sent alors lamentablement rétréci. » Donc voilà une expérience intéressante de quelqu'un qui... lors d'une grave opération, fait une expérience de mort imminente. Et alors il y a une troisième voie dont parle Douglas aussi, qui est une voie qui passe par la parapsychologie ou par les drogues psychédéliques. Donc Douglas raconte, il n'en a pas l'expérience, mais il raconte que des gens font l'expérience de sortie du corps, ont le pouvoir de sortie du corps, par exemple font des voyages astraux. Hein. Alors moi j'en ai pas non plus l'expérience, mais j'ai lu quelqu'un comme Nicolas Fraisse par exemple, qui raconte qu'il peut comme ça sortir de son corps est dans une pièce et puis il se balade ailleurs. Bon. Pourquoi pas, il le raconte, j'ai aucune raison de mettre en doute son expérience. Et puis il y a aussi toutes les expériences qu'on peut faire en prenant des drogues psychédéliques comme le LSD, l'ayahuasca ou la mescaline. Et donc ces prises de drogue peuvent parfois nous faire vivre une expérience de sortie du corps. C'est attesté aussi dans la littérature. Il suffit de lire Henri Michaud, par exemple, qui utilisait la mescaline, ou Aldous Huxley dans Les Portes de la Perception, qui fait des expériences de ce genre. Bon. Mais évidemment, ce n'est pas la méthode qu'on va utiliser. On va utiliser une méthode beaucoup plus simple, une méthode qui passe par l'observation, par l'attention. Voilà, c'est la voie que propose Douglas. C'est toujours par l'attention, en fait, qu'on peut revenir à sa vraie nature. Parce qu'en fait, c'est par la distraction qu'on s'est identifié au corps. Les petits-enfants, les petits-enfants d'1 an, enfin, jusqu'à 2 ans, 3 ans, ils ne sont pas encore identifiés au corps. Ils ne sont pas enfermés dans un corps. Leur corps, ils sont encore cette présence ouverte, en fait, cette conscience. Vous voyez, et je me souviens d'avoir vu une vidéo sur Internet, on voyait une petite fille de 3 ans, 3-4 ans, et devant un grand miroir, en fait. Et il y avait une psychologue avec elle qui l'étudiait un petit peu, et elle demande à cette fille, qui s'appelait Martine, je crois, « Où est Martine ?» Et Martine, elle dit, elle pointe, vous voyez, elle pointe du doigt directement vers le miroir, en fait. Vous voyez, donc, pour elle, Martine, elle n'était pas encore ici, elle était là-bas dans le miroir. Alors, je vous propose une petite expérience pour découvrir que nous ne sommes pas enfermés dans le corps. Alors, c'est très simple. Donc, si vous voulez bien faire cette expérience avec moi, donc, vous allez commencer par regarder vos pieds. Regardez vos pieds. Voilà, donc vous voyez vos pieds ou vos chaussettes ou vos chaussures qui sont sur le parquet ou sur le tapis. Donc ça, ce sont 2 choses, c'est sûr, ce sont 2 choses. Donc vos pieds sont des choses. Ensuite, vous voyez vos cuisses, vos genoux et vos cuisses. Donc là encore, ça, ce sont 2 choses, ce sont 2 objets. Ensuite, vous regardez votre ventre.
Donc là encore, vous voyez un objet. Hein, voilà. Regardez votre poitrine maintenant. Là encore, vous voyez un objet. Donc ce corps, oui, c'est un objet et il est dans la pièce. Mais maintenant, regardez avec la plus grande attention ce qu'il y a au-dessus de votre poitrine. Ce à partir de quoi vous regardez ce corps. Qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de votre poitrine? Est-ce que vous découvrez une tête dans laquelle vous seriez enfermé? Ou est-ce que vous découvrez au contraire un espace sans forme, sans couleur, un espace conscient, dans lequel apparaît votre corps? Vous voyez? En quelque sorte, c'est comme si votre corps à vous, hein, votre corps de première personne, s'arrêtait à peu près au niveau des épaules. Vous voyez, d'ailleurs, avec votre doigt, vous pouvez tracer ce qu'on avait appelé la ligne de base. Hein. Avec votre doigt, vous pouvez tracer l'endroit où le corps s'arrête. Donc votre corps s'arrête là, et au-dessus, il y a l'espace dans lequel il apparaît. Oui. Et donc là, peut-être, vous pouvez justement réaliser que cet espace que vous êtes, qui est ici, au-dessus de vos épaules, cet espace, il n'est pas dans le corps. Vous voyez bien que c'est le corps qui apparaît en vous. Hein, vous pouvez regarder vos cuisses, voilà, et en même temps, prêter attention à l'espace au-dessus de vos épaules. Vous pouvez faire les deux en même temps. Vous voyez votre corps, hein, vos cuisses, et en même temps l'espace qui accueille ce corps, qui accueille ces cuisses. Hein, on peut faire les deux ensemble. Donc là, vous êtes libre, là, vous sortez de la prison du corps. Là, vous découvrez que vous êtes l'espace dans lequel le corps apparaît. Donc c'est on peut dire une véritable évasion, c'est le mot qu'utilise Douglas. Donc au lieu de s'imaginer être enfermé dans la tête, dans cette boule de viande, hein, dans cette boule de chair, vous réalisez que de votre point de vue, vous êtes ouvert. Donc ce n'est pas vous qui êtes dans le corps, c'est le corps qui est en vous. En réalité, c'est complètement évident. Complètement évident. C'est pour ça que les enfants le vivent, c'est parce que c'est évident. Et dans le livre, d'ailleurs, Douglas pose quelques questions qui sont vraiment intéressantes. Il demande, si vous êtes dans le corps, si vous étiez dans le corps, vous devriez savoir comment c'est à l'intérieur, non? Alors comment c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est gluant? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est visqueux? Est-ce que vous êtes coincé quelque part dans le corps, à 2 cm derrière les yeux? On ne peut pas répondre à ces questions, en fait. On ne peut pas répondre à ces questions parce que, en réalité, nous ne sommes pas enfermés dans le corps, dans la main, dans le pied, dans le ventre ou même dans la tête. Donc, la voie que propose Douglas ici, c'est une voie simplement d'attention et prendre conscience que voilà, l'espace ici que je désigne hein, avec mes deux mains, l'espace de votre côté, voilà, c'est ouvert, quoi. C'est grand, c'est vaste. Hein. Et votre corps apparaît en vous. On peut d'ailleurs aussi en prendre conscience par les sensations. Regardez, je vais vous demander voilà, avec votre main droite, voilà, vous mettez votre main droite sur votre nuque. Sur votre nuque, voilà. Donc il y a une sensation qui apparaît. Maintenant, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, voilà, et il y a donc la sensation de votre main sur la nuque. Enfin, ça, c'est ce que nous dit la mémoire. Donc il y a cette sensation. Prêtez attention à cette sensation. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que cette sensation est derrière vous? Est-ce que cette sensation est derrière vous? Et si vous répondez oui, derrière quoi? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que cette sensation apparaît en vous? Maintenant, avec l'autre main, la main donc gauche, mettez cette main sur votre front. Donc il y a une nouvelle sensation qui apparaît. Et est-ce que vous êtes coincé entre ces deux sensations? Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que, ben non, il n'y a pas une sensation qui est devant ou derrière? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les deux sensations apparaissent en vous, en fait? Apparaissent en vous, c'est-à-dire dans cette présence. Donc vous pouvez maintenant faire descendre voilà, vos mains, et tout en maintenant les yeux fermés, prêtez attention aux sensations qui sont là, aux sensations du corps. Donc il y a les sensations du corps, mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer? D'abord, vous remarquez que le corps, pour l'instant, c'est... Qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelques sensations et beaucoup d'espace en fait. Donc est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans un sac de peau? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que les sensations apparaissent en vous, c'est-à-dire dans un espace de présence éveillé sans limite? Est-ce que vous pouvez trouver une limite à votre dos par exemple? Est-ce que votre dos s'arrête quelque part? Est-ce que vous avez une limite vers le haut? Vers la droite, vers la gauche?
Voilà, donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en fait, votre présence, elle n'est pas coincée dans le corps, mais en fait, ce sont des sensations qui apparaissent en vous, hein, comme des petits poissons dans un vaste océan vivant. Voilà. Ouvrez les yeux maintenant. Waouh! Et là, en ouvrant les yeux, on constate que l'espace au-dessus de nos épaules, il reste complètement ouvert, quoi. Il est ouvert et le corps apparaît dedans. Alors, à la rigueur, si on devait parler de votre corps, il faudrait parler de la totalité de l'univers, en fait. Oui, nous avons un corps, mais pas seulement ce corps de chair. Notre corps, c'est la totalité de l'univers. Nous avons besoin de ce corps, mais nous avons aussi besoin de la terre, nous avons besoin de l'air, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin du soleil. Par exemple, si votre cœur s'arrêtait de battre, eh bien, le corps mourrait, sans doute. Mais si le soleil s'arrête de briller, 8 minutes après, voilà, le corps meurt aussi. Donc le soleil éteint vos organes, finalement. C'est ce que dit Douglas dans la suite de ce passage. C'est extrêmement brillant du point de vue de la philosophie, et c'est vrai, c'est que notre vrai corps, c'est l'univers entier. Voilà votre corps cosmique. Pas seulement ce corps de chair, mais la pièce, le monde et l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie indienne aussi, par exemple dans le shivaïsme du Cachemire, chez des philosophes comme Abhinavagupta, par exemple, que connaît très bien mon ami David Dubois. Chez Abhinavagupta, eh bien, là aussi, on nous dit que l'univers est le corps de Shiva. L'univers est le corps de Shiva, c'est le corps de la conscience. Donc c'est votre vaste corps. Donc, vous n'êtes pas enfermé dans le corps, c'est le corps qui est en vous. Hein, voici ce que dit Douglas. Je ne suis pas mon corps, pas plus que je ne suis en lui. Au contraire, mon corps et tout le reste du monde est en moi. Positivement, je ne suis pas cette chose, je ne suis pas son habitant, je ne suis rien du tout, je suis la totalité. Voilà, ça ce sont des paroles, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait expérimenter, qu'on peut vivre. Et ça change vraiment complètement le rapport au corps et le rapport au monde. Ça change le rapport à soi. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour moi, découvrir ça a été fondamental. Le jour où j'ai découvert que je n'étais pas coincé dans le corps, mais que c'était le corps qui apparaissait dans cette immense conscience éveillée. Voilà. Portez-vous bien. Prêtez attention à l'espace au-dessus de vos épaules. Voilà. Et à bientôt.